Russie, Chine, convergence tactique ou alliance stratégique? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Alors si le rapprochement entre la Chine et la Russie semble assez naturel vu les circonstances actuelles, on pourrait se poser la question légitimement dans un temps plus long d'une alliance stratégique évidente entre ces deux pays. Certes, il y a un troisième État, un tiers, source de conflit et qui réunit ces deux pays, les États-Unis. Certes, il y a des objets et des conjonctions qui les amènent à s'allier ponctuellement. Néanmoins, sur le temps long, on peut s'interroger légitimement sur cette alliance, rapprochement entre ces deux pays. Puis, il y a enfin peut-être quelque chose qui change du point de vue de la Russie dans la vision qu'elle entretient vis-à-vis de l'Occident. Et c'est tous ces points que nous allons voir aujourd'hui avec Fabrice Ravel dans les rendez-vous de la géopolitique. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors il faudrait bien distinguer deux dynamiques, Fabrice. Il y a la dynamique actuelle, où on assiste à une forme de rapprochement entre la Chine et la Russie. Et il y a une dynamique qui serait plus ancrée dans le temps, plus lointaine. Il faudrait remonter au milieu du 19e siècle et aller jusqu'en 1991, avec une date marquante, bien sûr, on y reviendra, c'est celle de 1949, où là, les divergences semblent plus importantes. Mais peut-être pouvons-nous commencer par la dynamique actuelle. Oui Olivier, vous avez raison de signifier qu'il y a une vraie question dont l'importance est cruciale en géopolitique sur ce rapprochement entre la Russie et la Chine. Et on voit bien à travers notre intitulé qu'on s'interroge sur la pérennité entre une alliance qui serait de circonstance ou une alliance qui serait stratégique. Et je pense que vous ne m'en voudrez pas ou que vous m'autoriserez de préciser qu'on est là, dans cet enregistrement, dans une ambiance ou dans un contexte très singulier, puisque nous sommes le jeudi 24 février et qu'au moment où on est en train d'en plus faire cet enregistrement, nous sommes dans la journée qui voit une opération militaire lancée par la Russie en Ukraine et que là, il y a évidemment une résonance très très forte, car il y a un lien très très fort avec le sujet tel qu'on est en train de l'évoquer. Alors, il y a un point actuel qui est clair et qu'on peut retrouver à travers une formule qui est l'amitié entre nos deux peuples est sans limite. Ça, c'est une proclamation qui a été signée le vendredi 4 février lors de l'inauguration des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, ou Vladimir Poutine et Xi Jinping. Et là, on voit bien qu'il y a une déclaration qui est très très forte et dans laquelle d'ailleurs il y a une continuité puisqu'on dit qu'il n'y a aucun sujet ou aucune limite à cette entente. Alors on pourrait faire remarquer que c'est juste une déclaration d'intention, mais dans la continuité, ce même jour ou ce même vendredi 4 février 2022, il y a eu un accord commercial très important relatif à l'exportation de milliards de mètres cubes de gaz russe envers la Chine, qui complète d'ailleurs un accord précédent qui avait lieu en 2014. Et je pense que nos observateurs, d'où ma volonté initiale d'emblée de préciser le contexte dans lequel nous faisons notre séance, ne manqueront pas de remarquer que cet accord commercial, en fait, a été signé 17 jours avant déjà la reconnaissance des républiques autoproclamées dans le Donbass. Et on voit bien que là, quelque part, il y avait déjà un calcul très très fort qui avait été mis en place par Vladimir Poutine. Et de rappeler d'ailleurs que plus loin que ça, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie à l'heure actuelle, ce qui évidemment est aussi très très important à noter dans cette ambiance des Occidentaux voulant mettre en place des sanctions commerciales. Ça, c'est déjà les premiers aspects qu'on peut mettre en évidence. Ensuite, au-delà de ça, ce qu'on remarque, c'est qu'il y avait déjà eu un partenariat qui avait été mis en place en 2012 de coopération stratégique. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a même eu des manœuvres avec les forces navales maritimes qui ont été faites en janvier 2022, près des côtes indiennes. Et il n'est pas inintéressant de rappeler ou de mettre en évidence que la flotte russe a fait ses manœuvres conjointement avec la flotte chinoise et avec des navires iraniens. Et là, on voit bien déjà que c'est très important parce que ça sous-entend que les Russes, on va y revenir, ne sont pas isolés. Donc, on a l'ensemble de ces aspects. Et puis, il y a peut-être un dernier point qui ne fera que conforter ce sentiment qu'effectivement, là, on est sur une dynamique. Alors, il sera intéressant de voir effectivement si cette dynamique est ponctuelle
ou si elle s'inscrit plus dans le long terme, c'est que ce qu'on remarque depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013, c'est que Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés pas moins d'une trentaine de fois, ce qui montre déjà l'importance de la relation qui s'accorde mutuellement, que la rencontre du 9 mai 2015, me semble-t-il, est particulièrement importante, puisque déjà à l'époque, on était à peu près un an après les événements de la Crimée et du début des événements au Donbass. Déjà, les chefs de l'exécutif occidentaux avaient refusé de se rendre à l'anniversaire de la victoire sur le nazisme, et lui, Xi Jinping, s'était rendu à Moscou. Donc, si on prend en considération l'ensemble de ces paramètres, on se rend bien compte qu'en tout cas, à l'heure actuelle, il y a une dynamique très importante qui se met en place. La question donc mérite d'être posée, parce que en fait, ce qui va étonner, c'est que paradoxalement, c'était loin d'être évident, surtout si on se remet en perspective par rapport aux précédents historiques. Oui, on l'a dit en introduction, il y avait des divergences et dans un contexte où idéologiquement, les deux pays étaient beaucoup plus proches. Alors quels sont les traits structuraux et structurants de cette divergence? En fait, ce qu'on peut remarquer à partir du milieu du 19e siècle, à l'époque où il y a ce que les Chinois ont appelé les traités inégaux, d'ailleurs, c'est-à-dire dans la phase d'expansion principale de la Russie sur sa façade orientale, qui va l'amener jusqu'à la Sibérie orientale, voire l'Extrême-Orient, les Russes ont pris un certain nombre de territoires dont les Chinois considèrent qu'ils sont les leurs. Donc il y a déjà là un cas de casus belli ou d'hostilité ou de méfiance plus que prononcé. Et il y a un aspect sur lequel vous avez raison d'attirer notre attention, c'est que cette tension, finalement, là où elle va être le plus manifeste, c'est le moment où elle aurait dû le moins être apparemment en place. Puisque la République populaire de Chine connaît son avènement avec la victoire définitive de Mao Tse-tung sur Chiang Kai-shek en 1949, et que là, on est en pleine guerre froide, et que si on considère uniquement respectivement l'assise idéologique de chacun des deux États, avec la fin de Joseph Staline, puis Nikita Khrouchtchev, et puis Mao Tse-tung, la logique eût voulu que ces deux États soient totalement en symbiose, et que donc ils soient totalement alliés. Or, on arrive exactement à la situation contraire. Parce que d'abord, il faut rappeler que Mao Tse-tung, très tôt, avait une formulation qui laissait peu de doute sur la façon dont il envisageait les rapports avec l'URSS. Il disait « les Russes n'ont pas encore payé l'addition ». Donc là, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant quand on se remémore ça. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a eu des affrontements très très importants entre Russes et Chinois. On le voit bien d'ailleurs si on reprend la page 166 du livre que André Fontaine a consacré à la détente, Un seul lit pour deux rêves, où on voit bien que là, il reprend d'ailleurs les mémoires d'Henry Kissinger, et on voit bien qu'il y a un premier affrontement qui se déroule et qui fait 1 millier de morts dans le courant des années 60, puis il va y avoir un deuxième affrontement, et ça va aller tellement loin, Olivier, il faut entendre ce qu'on est en train de dire, qu'apparemment il y aurait un haut fonctionnaire soviétique qui aurait demandé à un vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères américain quelle serait la réaction des États-Unis dans l'hypothèse où les soviétiques bombarderaient les installations nucléaires chinoises. Donc là, on voit bien qu'on était dans une logique véritablement d'affrontement qui va d'ailleurs aboutir au fait que Henry Kissinger va très important dans le cadre de notre démarche, chercher à désolidariser ou découpler la Chine de l'Union soviétique. C'est quelque chose qu'on a évoqué dans une séance qui était relative à Henry Kissinger. Et puis, il y a une autre séance sur laquelle j'invite nos auditeurs à revenir le cas échéant. C'est que nous, on avait déjà depuis longtemps souligné que ce n'était pas la communauté d'idées qui faisait les alliances, mais la communauté des intérêts. C'était une séance de rendez-vous géopolitique qui parlait des traités et des alliances. Donc, en fait, on se rend compte que notre thématique ou notre problématique non seulement est fondamentale, mais se justifie d'autant plus qu'en réalité, le mouvement auquel on assiste là, loin d'être un simple prolongement historique, semble être une rupture par rapport à l'ensemble des logiques. Et là, évidemment, il se passe quelque chose et on ne peut manquer de remarquer que ce revirement a forcément, pour un des moteurs centraux, un lien avec un troisième acteur, comme c'est un grand classique en géopolitique. Oui, Fabrice, dans un registre tout à fait différent, d'ailleurs, la place du troisième acteur me fait penser au bouc émissaire qui a été élaboré par René Girard. Et c'est vraiment le troisième acteur qui permet à la communauté, donc aux deux autres, de se souder. En l'occurrence, ce troisième acteur, ce sont les États-Unis,
qui permettent une convergence d'intérêts entre la Chine et la Russie. Maintenant, la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que c'est une convergence qui est tactique, ponctuelle, ou est-ce qu'on est dans un revirement d'alliance stratégique? On n'en est peut-être pas encore là. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien la réponse telle qu'on va être amené à l'élaborer, il est clair qu'on ne cherche pas du tout à dédouaner ou à excuser l'attitude qui est celle de la Russie en Ukraine, en particulier en cette fin février 2022. Il ne s'agit pas de trouver des circonstances atténuantes. Mais par contre, si on veut être totalement objectif, on ne manquera pas de remarquer que les États-Unis d'Amérique en particulier, quelque part, on semble avoir été un accélérateur ou un moteur, si ce n'est pas en réalité, à l'insu de leur plein gré, un instigateur principal de ce rapprochement entre la Russie et la Chine. Je sais que ça peut paraître un peu surprenant, mais me semble-t-il, il y a 3 angles d'approche qui nous permettent d'au moins appréhender cette hypothèse et de réfléchir sur cette hypothèse. D'abord, manifestement, quand on remet les événements géopolitiques en perspective depuis plus de 20 ans, ce qu'on remarque, c'est que les États-Unis n'ont pas été capables non seulement de réintégrer la Russie dans le concert international, mais ont même véritablement, on va y revenir, ça va surprendre, ignorer la Russie. Ça me paraît très très important. Qu'ensuite, c'est d'autant plus dommageable que dans le courant de l'année 2021 en particulier, on va y revenir, l'assise des États-Unis s'est fragilisée dans le concert géopolitique et qu'évidemment, avec cette assise fragilisée, il y a un 3e point qui peut surprendre dans les choix stratégiques. Comme on a ignoré l'acteur, on ne semble pas l'avoir intégré dans sa stratégie et donc on arrive à une sorte de paradoxe. Alors je vais essayer de m'expliquer sur l'ensemble de ces points. D'abord, il y a quelque chose qui est très très fort, c'est qu'à l'issue de la guerre froide, la plupart des présidents américains ont totalement sous-estimé, pour pas dire non considéré la Russie. Et quand on se rappelle des propos de Barack Obama en décembre 2016, qui dit, je cite, « La Russie est un plus petit pays et une plus petite puissance dont la seule possibilité c'est de vendre du pétrole, du gaz et des armes », le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a affaire à un manque de considération et que ça paraît d'autant moins un droit qu'on voit bien qu'il y a une susceptibilité de la Russie qui a vécu l'humiliation de la chute de l'Union soviétique, et peut-être ça nous enverra plus loin, sur en plus ce qu'aurait dû être la nécessaire compréhension de l'âme russe. Donc là, on a déjà quelque chose à mettre en perspective, et c'est assez important à comprendre parce que Vladimir Poutine s'était dépêché de répondre autour du 23 décembre 2016, devant un aréopage d'officiers, que la Russie, je cite, n'avait jamais été aussi puissante et était certainement la menace la plus importante à laquelle on devait faire face. Donc quand on remet les choses en perspective aujourd'hui et qu'on entend ça, on voit bien là déjà qu'il y avait un clignotant qui était allumé. De même que quand on rappelle le discours de Vladimir Poutine lors de ce Conseil de sécurité à Munich en 2007, dans lequel tout d'un coup il va se mettre à dire, devant là aussi une assemblée médusée de chefs d'État occidentaux qui s'attendaient à tout sauf ça, que l'élargissement de l'OTAN, je demande aux auditeurs de bien entendre, était quelque chose qui n'était pas concevable, que le monde unilatéral ou unipolaire n'était plus concevable, et que l'élargissement de l'OTAN, c'était pas une modernisation de l'OTAN, mais c'était clairement une remise en cause de l'équilibre et une menace envers un acteur qu'il n'était pas facile de deviner, on voit bien que là, on a totalement sous-estimé et volontairement non écouté un acteur qui prétendait dire « Attendez, là, en géopolitique, ça ne va pas se passer comme ça avec nous. » Et qu'on voit bien que là, il y a comme une sorte de dépit, d'humiliation, de volonté de dire « Bon, alors, si vous agissez comme ça, nous, on va se retourner sur une autre façade. » Ça me paraît fondamental à comprendre. Il y a un deuxième point qui vient tout de suite en adéquation avec ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en plus, avoir une telle attitude, alors qu'on part de Kaboul dans des considérations qu'on qualifiera d'assez difficiles, pour être pudique, le 15 août 2021, et forcément en donnant l'impression qu'on n'est plus totalement la même puissance qu'on l'était avant, je parle des États-Unis d'Amérique, on voit bien que là, de surcroît,
il y a une sorte comment dire, d'incohérence. Et cette incohérence est d'autant plus forte que nous n'avons pas manqué de la souligner dans une de nos séances devant nos étudiants en septembre 2021. Dans tous ces discours de Joe Biden entre le 15 et le 30 août 2021, à tort à raison, de par la volonté de l'exécutif américain, il s'agissait de montrer que dorénavant, on rentrait dans une nouvelle ère de la géopolitique, que la Chine était clairement, on va dire, le rival annoncé, et donc de redire que si on se met dans un monde dans lequel on a un rival annoncé qui est la Chine, on se demande bien s'il ne serait pas intéressant, un, d'isoler la Chine, et deux, de considérer la Russie. Et c'est là où on se rend compte que quelque part, ça serait peut-être le sujet d'une autre séance, mais quelle est la cohérence de la stratégie américaine dans ce contexte-là? Or, si on prend le livre de Justin Weiss, qui était en fait une synthèse sur la politique de Barack Obama entre 2008 et la politique des affaires étrangères de Barack Obama entre 2008 et 2012, moi je demande à nos auditeurs de relire les pages entre les pages 121 et les pages 129. C'est toute la stratégie de Barack Obama, le reset. Si on veut progresser sur des dossiers avec la Russie, on va découpler les logiques humaines de droits internationaux ou de respect des droits de l'homme et l'efficacité en géopolitique, parce que si on les conjugue, on va aboutir sur aucun dossier. Et c'est à ce moment-là que les accords New Start ont été signés. Les Russes étaient assez en faveur, c'est d'ailleurs l'époque de Medvedev, pour entendre, ils ont été facilitateurs quand les Américains ont fait l'opération du Surge en Afghanistan. Ils ont laissé un approvisionnement se faire alors que le Pakistan commençait à être assez comment dire, discourtois et en défaveur de soutenir les troupes américaines. Donc là, on voit bien que, à la fois par une sorte de non-considération de la Russie, d'affaiblissement géopolitique et quelque part quand même légitimement d'interrogation qu'on pourrait se poser quant à la cohérence globale de la stratégie, il y a une part certaine, alors après il faudrait la quantifier, quant au fait dont on se rend bien compte que la Russie tout d'un coup se projette beaucoup plus sur sa façade orientale dans une amitié avec la Chine. Et ça, c'est d'autant plus à noter qu'indépendamment des facteurs historiques, il y a quand même un certain nombre de paramètres qui, en plus, a priori, ne rendaient pas ce rapprochement véritablement possible. Oui, parce que là, la convergence tactique, on la voit. On a dressé le profil et le portrait, on la voit bien. Par contre, ce qui serait une alliance stratégique donc durable, c'est plus difficile à établir, d'autant que les divergences étaient là, elles étaient présentes, et qu'il y a des paramètres structuraux qui séparent la Chine et la Russie. Mais il y a quelque chose qui, pour l'ensemble des stratèges occidentaux, aurait dû quand même sauter aux yeux. C'est qu'il y a une sorte de peur de l'aspiration que la Chine pourrait avoir sur la Russie. À quoi sommes-nous en train de penser? D'abord, la Russie peut-elle accepter que de donner l'impression qu'elle est un peu, non plus instigatrice de la dynamique, mais plutôt suiveuse dans la dynamique? Si on regarde la place respective dans le PIB mondial, la Chine c'est 17,8% du PIB mondial, la Russie c'est moins de 2%. À ce premier paramètre, il faut rajouter que les frontières communes, c'est 4250 km. Et que dans toutes ces régions de Sibérie orientale ou d'Extrême-Orient, il y a à peu près 25 millions de Russes sur 145 millions, face auxquels il y a 100 millions de Chinois. Et dans ces régions-là, qui sont évidemment très, très riches en termes de ressources, on voit bien qu'il y a une sorte, je vais presque dire, d'appel d'air ou de gouffre sur le long terme, ou de crainte, si on se met du position russe, que de voir une telle différence en termes, évidemment, de densité par habitant, et une tentation inévitable qu'il pourrait y avoir par rapport à la Chine, sur un espace qui paraît aussi peu peuplé et qui, de surcroît, est aussi riche. Mais évidemment, en ce 24 février 2022, là, on voit bien qu'on est en train de basculer sur une alliance stratégique, parce que c'est les événements en Ukraine qui sont en train de lever un tas d'hypothèses, un tas d'hypothèques, et qui vont nous amener à d'autres considérations. Et là, on en vient à cette dynamique ou cette dialectique que vous avez soulignée tout à l'heure entre l'aspect oriental et l'aspect occidental. Quelle est la vision aujourd'hui que les Russes ont de l'Occident, et est-ce que cette vision s'est transformée, a changé au cours du temps? Est-il possible de retrouver la lumière? C'est ça la question que vous êtes en train de poser en fait. Je ne peux pas m'empêcher dans ces circonstances
de me remémorer les formidables cours de ce sociologue Patrick Michel, qui est chercheur au CNRS, qui était un grand connaisseur du monde slave, et qui dans nos cours nous disait qu'il fallait comprendre l'âme russe. L'âme russe, dans son histoire, c'est une dualité. C'est la recherche d'une permanence, d'une identité personnelle slave sur la façade orientale, et puis un attrait, c'était un peu l'image comme un papillon nuit qui cherche la lumière, l'esprit du lumière, la volonté de créer Saint-Pétersbourg sur la façade occidentale. La vraie question qui est posée aujourd'hui, maintenant, c'est en fait, on peut repenser en plus bien sûr à des ouvrages, Tolstoï, Guerre et paix, mais Hélène Carrère d'Ancos, Ni paix ni guerre, car évidemment aujourd'hui avec l'Ukraine on est en plein conflit. Et la vraie question qui se pose c'est quelle va être l'adéquation du peuple russe et comment répondre à une telle question sur le fait que, sur les choix politiques qui sont faits par Vladimir Poutine, sur le conflit qui s'enclenche en Ukraine, et sur le fait qu'on a l'air définitivement de s'éloigner de l'Occident et de se rapprocher de l'Orient. Ça, c'est l'incertitude. Il y a une deuxième image qui vient forcément à l'esprit, c'est ce slogan publicitaire déployé par Ronald Reagan lors de la campagne électorale aux États-Unis en 1984. Pour s'en souvenir, il suffit de voir cet ours en train de sortir dans la plaine avec cette voix en off qui dit « Certains pensent qu'il y a un ours, certains pensent qu'il n'existe pas, certains pensent qu'il est amical, d'autres sont plus interrogatifs sur ses intentions. Mais il s'agit en réalité d'être suffisamment fort pour, le cas échéant, pouvoir répondre à cet ours. » Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'ours est là et qu'il a l'air très agressif. Ça fait bien trop longtemps en réalité qu'en Occident, on sous-estime la géopolitique. Ça fait bien trop longtemps qu'on est dans cette illusion de la fin de la guerre froide qui nous inhibe totalement dans la capacité à construire une stratégie qui aurait permis l'élaboration d'un ordre nouveau basé sur un équilibre qui seul est le garant de la paix. Quelque part là, c'est beaucoup plus que la construction d'une stratégie à long terme entre la Russie et la Chine. Quelque part là, c'est quelque chose de beaucoup plus important juste que la revanche de la Russie. C'est la revanche de la géopolitique qui est en train de définitivement se débarrasser des oripeaux et des lambeaux du rêve de cette fin de l'histoire annoncée par Fukuyama, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle nous revient de façon très forte, fulgurante, et à laquelle il va bien falloir que les Occidentaux se décident de répondre. Pourtant, il y avait parmi nos maîtres à penser quelqu'un qui depuis longtemps nous avait prévenus. C'est Thucydide. Quand on peut user de la force, il n'est nul besoin de faire un procès. Fabrice, je vous propose de rester sur cette citation de Thucydide. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique en ce 24 février 2022. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.